Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes doivent se poser suite aux dernières vidéos que je vais formuler par ce sujet. Fallait-il vraiment sauver les banques privées en 2008? Les conséquences sont sérieuses, concernant la dette et la retraite notamment. En 2008, l'économie mondiale est au bord du gouffre. Les banques privées, intoxiquées par les subprimes, menacent de s'effondrer. Les États injectent des centaines de milliards d'euros et de dollars pour les sauver, avec l'argent public. Mais fallait-il vraiment sauver ces banques privées? Ont-elles tout remboursé? Ou aurait-on pu laisser tomber celles qui avaient joué avec le feu? Pour un sujet aussi dense, il a fallu travailler sur de nombreuses sources institutionnelles, les voici. Été 2007, les crédits immobiliers risqués, appelés subprimes, s'effondrent aux États-Unis. En septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite. C'est la panique mondiale. Le système financier menace de s'arrêter car toutes les banques sont liées entre elles. Le crédit risque de se bloquer pour les entreprises, les ménages et même les États. À l'échelle mondiale, les pertes bancaires dépassent 2000 milliards de dollars selon le FMI. En France, l'État met sur la table 360 milliards d'euros de garanties et 40 milliards d'euros pour recapitaliser les banques. Aujourd'hui, les banques sont présentées comme bien plus solides qu'en 2008. Leur capital, mesuré par le ratio CET1, a doublé. Il est autour de 16% en Europe, contre moins de 8% avant la crise. Leur liquidité est jugée confortable, le ratio LCR atteint environ 165%, alors que la règle impose seulement 100%. En France, fin 2024, BNP Paribas affiche 12,9%, Société Générale 13,3% et Crédit Agricole 17,2%. Et grande différence par rapport à 2008, avec la directive BRRD, en cas de faillite, ce sont d'abord les actionnaires et les créanciers qui paient la note, avant l'État. Mais la réalité est tout autre. Ces chiffres sont une façade. Le ratio CET1 est calculé sur des actifs pondérés par le risque, une obligation d'État français ou italien est comptée comme sans risque, alors que ces pays sont surendettés. Les bilans ont été gonflés par 15 ans de planche à billets. Depuis 2008, la Banque centrale européenne a lancé plusieurs vagues de création monétaire massive. D'abord, les prêts LTRO en 2011 et 2012, plus de 1000 milliards d'euros prêtés aux banques, à long terme, et presque sans intérêt. Ensuite, le programme de rachat d'actifs, le quantitative easing, entre 2015 et 2018 puis relancé après 2020, plus de 3000 milliards d'euros injectés pour acheter des obligations publiques et privées. Puis, pendant le Covid, le PEP, le programme d'urgence pandémique, entre 2020 et 2022. Là, ce sont 1850 milliards d'euros créés pour soutenir l'économie. Résultat, le bilan de la BCE est passé de 1500 milliards d'euros en 2007 à plus de 8000 milliards en 2022, avant de redescendre légèrement en 2024. Planche à billets égale hyperinflation monétaire. Soit plus de 67% depuis 2008. C'est nous qui en payons le prix tous les jours. Pour les banques commerciales, cela a eu deux effets. Elles ont pu se refinancer gratuitement pendant plus de 10 ans, mais au prix d'une hyperinflation par dilution monétaire. Leurs bilans ont artificiellement gonflé grâce à la réévaluation des actifs financiers comme les obligations, les actions et l'immobilier, dopés par l'argent facile. Mais attention! Cette solidité repose en réalité sur un château de cartes. Si les taux d'intérêt montent trop vite, la valeur des obligations détenues par les banques s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé en 2023, avec la crise des banques régionales américaines, comme la Silicon Valley Bank. Et si une récession frappe, les crédits ne sont plus remboursés. Alors, les bilans artificiellement gonflés se transforment rapidement en pertes. C'est exactement ce que dénoncent les économistes critiques. Les ratios CET1 et LCR paraissent bons, parce que la BCE a arrosé les marchés pendant 15 ans, pas parce que les banques se sont recapitalisées sérieusement. Olivier Delamarche, économiste et expert financier, a déclaré « On ne cache pas éternellement une faillite sous des bilans trafiqués. Les profits actuels sont une illusion. À la moindre récession, tout saute. »
Et Charles Guèvre ajoute que depuis 2008, les banques n'ont jamais été vraiment recapitalisées, elles ont simplement gonflé leur bilan. La Banque centrale européenne, elle aussi, est fragilisée. En 2024, elle a enregistré une perte de 7,9 milliards d'euros, après une première perte déjà en 2023. Officiellement, ces pertes seront compensées par les profits futurs. Dans la vraie vie, cela se nomme du maquillage comptable. Une société privée serait tout simplement liquidée. Ses capitaux propres, fin août 2025, ne représentent que 37 milliards d'euros, pour un bilan total de plus de 6 000 milliards. Autrement dit, un coussin de seulement 0,6%. Et ce n'est pas mieux pour les banques centrales nationales. La Banque de France, comme la Bundesbank, ont elles aussi affiché des pertes en 2024, elles aussi repoussées à plus tard. Soyons clairs, si une société privée avait ces chiffres, elle serait immédiatement déclarée insolvable. Le système financier européen n'a pas tiré les leçons de 2008, et pire encore. La situation comptable démontre qu'une nouvelle crise serait fatale. La BCE est prise à son propre piège, son incompétence. Alors, fallait-il sauver les banques privées? Voici les arguments pour. Tout d'abord, éviter l'effondrement total. Maintenir la confiance dans le cœur du système monétaire et limiter l'effet domino des banques systémiques. Privatisation des profits et socialisation des pertes. Les banques ont bien rendu les 40 milliards d'euros d'aides directes, mais pas le coût complet supporté par l'État. Les garanties ont été facturées trop bas. Et les coûts indirects, les intérêts de la dette et les achats d'actifs par les banques centrales, ont été payés par les contribuables. C'est le fameux principe du too big to fail, trop grosse pour tomber, donc toujours sauvée avec de l'argent public. Entre 2008 et 2011, l'État a garanti environ 320 milliards d'euros de prêts bancaires. En échange, les banques ont payé une commission moyenne de 0,34% par an, ce qui a rapporté environ 4,4 milliards d'euros à l'État. Mais si cette garantie avait été facturée au vrai prix du marché, entre 1 et 1,5%, l'État aurait encaissé entre 9,6 et 14,4 milliards d'euros. Manque à gagner pour le contribuable, entre 5 et 10 milliards d'euros. Avec l'effet boule de neige de la dette après la crise, l'État a dû payer bien plus d'intérêts. Rien qu'entre 2008 et 2020, la facture supplémentaire est estimée entre 100 et 120 milliards d'euros. Coût net cumulé, entre 110 et 130 milliards d'euros malgré les remboursements affichés. Il existe aussi des précédents internationaux. En Islande, en 2008, l'État a refusé de rembourser les créanciers privés. Ce choix a été confirmé par référendum et accepté par la justice européenne. En Argentine, en 2001, le pays a fait défaut partiel sur sa dette. Le FMI a reconnu cette décision comme légitime, face au risque social. Et en France, en 1958, le passage à la Ve République a permis d'obtenir l'annulation d'une partie de la dette extérieure, grâce à la Convention de Vienne sur la succession d'États. Quelles ont été les conséquences? D'abord, un plan d'austérité généralisé partout en Europe, pour financer le coût des sauvetages. Ensuite, une montée de la défiance populaire. En France, ce fut le mouvement des Gilets jaunes. Et plus largement, la progression des partis populistes. Enfin, les banques sont devenues encore plus grosses. La concentration s'est renforcée, et avec elle, les risques systémiques. Une autre option existait. L'État pouvait nationaliser temporairement ou pas une grande banque pour garantir les dépôts et maintenir le crédit. Et laisser mourir les autres, les pertes auraient été supportées par les actionnaires et les créanciers, comme pour n'importe quelle entreprise privée. On aurait aussi pu créer une bad bank publique. Une bad bank est une structure créée pour récupérer les actifs toxiques d'une banque en difficulté. Petit rappel historique, après 1945, de grandes banques françaises étaient publiques. Elles ont ensuite été reprivatisées dans les années 80 et 90. Autrement dit, une nationalisation temporaire n'aurait rien d'inimaginable.
La dette publique française est passée de 64% du PIB en 2007 à 86% en 2010. Et elle n'est jamais redescendue à son niveau d'avant-crise. Résultat, des politiques d'austérité et une forte défiance démocratique. Pendant ce temps, les banques sont devenues encore plus grosses. La concentration s'est accrue, et avec elle, les risques persistants. Fallait-il sauver les banques? À court terme, sans doute oui. Il fallait éviter l'arrêt cardiaque du crédit. Mais à long terme, l'addition a été payée par les citoyens. Les banques n'ont pas tout remboursé. L'État a perdu plus de 100 milliards d'euros, entre garanties sous-tarifées et intérêts de dette. Et le système reste fragile, des banques toujours trop grosses, et une BCE en situation de faillite. Une autre voie était possible et logique, mais écartée par conflit d'intérêts politiques et financiers. Nationaliser temporairement une grande banque pour protéger les dépôts et laisser mourir les autres, plutôt que de transformer des dettes privées en dettes publiques. Si vous êtes toujours là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant vous savez où sont passés plus de 30 milliards de nos retraites. Si le sujet vous a intéressé, pensez à mettre un pouce bleu, commenter et partager pour soutenir le travail. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt.